Le pouvoir tombe, la rue retient son souffle. Pendant des mois, l'exaspération s'est épaissie, puis le basculement a frappé d'un coup, comme si l'histoire avait accéléré sans prévenir. Que change cette transition pour ceux qui regardent Ibrahim Traoré comme un repère? Une région entière teste ses limites. Cette vidéo ne cherche pas à juger, mais à comprendre. Elle suit une mécanique précise. Comment une crise qui mûrit lentement peut produire en une nuit un renversement qui redessine l'équilibre régional. L'intérêt est simple, saisir en 10 minutes de faits et de liens ce qui se joue pour la Guinée-Bissau et ce que cela annonce pour l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu dépasse la capitale. Si la transition tient sa promesse, elle peut rétablir une forme de confiance dans des institutions usées, réactiver des services publics et calmer une rue épuisée. Si elle échoue, le pays risque de replonger dans une spirale où l'armée devient un acteur politique durable et où chaque blocage institutionnel appelle une nouvelle intervention. Au centre, un symbole circule, Ibrahim Traoré. Modèle pour certains, avertissement pour d'autres, son nom sert de raccourci pour une idée dangereuse et séduisante, l'efficacité par la rupture. La question, dès maintenant, est de savoir qui paiera le prix de cette promesse. En 2 ans, la participation électorale a chuté de près de 30%. Ce seul chiffre résume une fatigue démocratique devenue fracture. La crise en Guinée-Bissau n'a pas explosé par surprise. Elle s'est construite, couche après couche, sur des institutions fragilisées et une gouvernance perçue comme lointaine, parfois absente. Au fil des mois, la population a vu s'accumuler des signaux d'épuisement, services publics en crise, frustrations économiques, sentiments d'abandon, puis un geste a servi d'étincelle, la prolongation controversée du mandat présidentiel vécu comme un abus de pouvoir. Ce qui relevait d'un débat institutionnel s'est transformé en contestation populaire, parce que la légalité invoquée ne suffisait plus à restaurer la légitimité perdue. À ce moment-là, le pays a basculé dans une logique à double fond. D'un côté, une rue plus déterminée, portée notamment par des jeunes, demandait des changements immédiats et dénonçait l'inefficacité d'un système jugé obsolète. De l'autre, un pouvoir perçu comme de plus en plus autoritaire s'est retrouvé pris dans une spirale, répondre par la force ou céder et perdre la face. La dissolution du Parlement a ensuite frappé comme un coup de tonnerre, consolidant l'idée que les institutions ne pouvaient plus arbitrer la crise. Les rumeurs de corruption, de contrats opaques et de détournement ont aggravé la méfiance, transformant chaque décision en preuve supplémentaire d'un pouvoir déconnecté. Dans ce climat, un facteur régional a pesé lourd, l'écho des transitions militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler comme un repère, parfois comme une tentation, parce qu'il incarnait une rupture rapide là où les mécanismes civils semblaient paralysés. Cette influence n'était pas un transfert direct de pouvoir, mais un transfert d'imaginaire politique. L'idée qu'un changement radical pouvait être possible, voire efficace. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est produit à Bissau, mais ce que la région apprend de ce précédent. Une transition peut-elle réparer la confiance ou ne fait-elle que déplacer la crise vers une autre forme d'incertitude? Dans la capitale, un témoin raconte une sensation étrange, suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Cette phrase sert de fil conducteur, parce qu'elle dit tout de l'instant. La ville ne bascule pas seulement de pouvoir, elle bascule d'attente. Les rues ne célèbrent pas toutes la même chose. Certaines fêtent la fin d'un blocage, d'autres craignent ce qui vient après, quand l'armée devient arbitre. Mais dans les quartiers populaires, la transition se mesure d'abord par des détails concrets. La radio nationale qui change de ton, les ponts et axes principaux tenus par des soldats, les rumeurs qui circulent de plus vite que les communiqués. L'efficacité de l'opération surprend. Elle ne ressemble pas au chaos redouté, elle ressemble à une prise de contrôle méthodique, presque silencieuse. Cette précision rassure une partie de la population, mais elle inquiète aussi. Si tout peut être pris en quelques heures, tout peut aussi être verrouillé. Le choc est encore plus fort dans les zones où l'État était déjà peu visible. Là, la transition ne promet pas seulement un nouveau pouvoir, elle promet un État qui fonctionne enfin. C'est ce qui nourrit l'espoir, surtout chez les jeunes mobilisés dans la contestation.
un pouvoir qui protège, arbitre et délivre des services. Mais l'incertitude demeure parce que l'efficacité militaire peut devenir un argument pour repousser indéfiniment le retour au civil. En une ligne, voilà ce que cela signifie. Si la confiance ne revient pas vite, la rupture deviendra une norme. Tout commence par une décision qui paraît technique, mais qui touche au cœur du contrat politique, la prolongation controversée du mandat présidentiel. Ce geste, présenté comme légal par ses défenseurs, est reçu ailleurs comme une manipulation. Dans un pays déjà fatigué par l'instabilité, il ne fallait pas grand-chose pour transformer une tension latente en colère visible. Les premières manifestations éclatent. Les slogans visent le mandat, puis débordent vers tout un système jugé inefficace. La contestation n'est plus seulement institutionnelle, elle devient sociale parce que les services publics défaillants et la frustration économique donnent au conflit une matière quotidienne. La rue grossit. Les jeunes occupent l'espace, les mots d'ordre se durcissent, le pouvoir, lui, se raidit. Les autorités tentent de maintenir l'ordre, mais chaque réponse paraît confirmer le diagnostic d'autoritarisme. À ce stade, la crise fonctionne comme une pente. Plus l'État se défend, plus il perd en crédibilité. Un événement va accélérer cette chute de confiance, la dissolution du Parlement. Là, le signal devient brutal. Pour beaucoup, ce n'est plus une crise qui se négocie. C'est une crise qui s'impose. L'institution censée arbitrer disparaît, et avec elle, l'idée qu'un retour à la normalité peut encore se faire par les mécanismes civils. Les rumeurs de corruption et de contrats opaques s'ajoutent au feu. Elles n'apportent pas forcément de preuves nouvelles, mais elles renforcent une certitude. Le pouvoir ne répond plus. Il se protège. C'est ici que le contexte régional s'invite dans les conversations comme une ombre portée. Les transitions militaires, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, servent de référence implicite. Elles montrent qu'un renversement peut être rapide et qu'il peut être présenté comme un sauvetage. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme un raccourci symbolique. Il ne s'agit pas d'une présence directe à Bissau, mais d'un modèle mental. L'idée qu'une rupture, si elle est efficace, peut séduire une population épuisée. Dans les discussions, Ibrahim Traoré incarne cette tension entre ordre retrouvé et liberté restreinte, entre l'espoir d'un État qui fonctionne et le risque d'un pouvoir qui s'installe. Pendant que la rue s'agite, l'armée observe. Elle mesure la fragilité du pouvoir, l'ampleur des protestations et l'effondrement progressif de la légitimité perçue. Les premières rumeurs de coup d'État apparaissent. Elles ne déclenchent pas immédiatement la panique, parce que le pays vit déjà dans un état d'attente. L'inquiétude monte, pourtant, car personne ne sait si l'intervention sera violente. Puis, dans la nuit, tout se met en mouvement. Des unités prennent position au point stratégique. Les ponts, les routes principales, la radio nationale. L'opération est rapide, contrôlée, presque silencieuse. Cette discrétion crée un effet paradoxal. Elle réduit le chaos visible, mais elle augmente l'impression que le pouvoir a été retiré comme on retire une prise. Au matin, la situation est d'éclair. Le président est arrêté, les frontières sont fermées, la capitale respire un mélange de soulagement et d'incertitude. Certains célèbrent la fin d'un blocage. D'autres craignent l'ouverture d'un cycle où l'armée devient l'ultime arbitre de la politique. L'événement n'est plus seulement national, il devient un signal régional parce qu'il s'inscrit dans une dynamique où les transitions militaires se répondent, se justifient et parfois s'imitent. Dans cette chaîne, l'image d'Ibrahim Traoré reste en arrière-plan comme un marqueur. La rupture peut paraître efficace, mais elle exige toujours un prix. La confiance institutionnelle s'est effondrée. En 2 ans, la participation électorale a reculé d'environ 30%, signe d'un décrochage devenu massif. Ce premier indicateur ne décrit pas seulement un désintérêt pour les urnes, il révèle une rupture plus profonde entre gouvernants et gouvernés. Quand la participation baisse ainsi, le pouvoir perd une partie de son langage commun avec la population. Les élections cessent d'être perçues comme un mécanisme de correction, elles deviennent un rituel vide, incapable de traduire la colère ou de la contenir. Dans un tel contexte, chaque décision contestée pèse plus lourd, parce qu'il n'existe plus de soupape crédible. La prolongation du mandat présidentiel s'inscrit exactement dans cette faille. Elle arrive au moment où le système n'a déjà plus de réserve de confiance à mobiliser. Le deuxième indicateur
touche à la présence même du pouvoir. Selon plusieurs témoignages d'acteurs politiques et sociaux, le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant ces dernières années de mandat. Dans un pays où la visibilité de l'État est fragile, cette absence n'est pas un détail de calendrier. Elle transforme la gouvernance quotidienne. Moins de contacts directs, moins d'arbitrage rapide, moins de médiation au moment où les tensions montent. Dans les zones rurales où l'action publique est déjà limitée, l'idée d'un président absent renforce un sentiment d'abandon. Et quand ce sentiment s'installe, il nourrit une logique dangereuse. Si le pouvoir ne répond pas, il devient légitime, dans l'imaginaire populaire, de chercher une autre forme d'autorité capable d'agir. Le troisième indicateur est politique, mais son effet est mesurable dans les comportements. La prolongation controversée du mandat a produit un basculement net de la légitimité perçue. Le texte source souligne qu'il n'existe pas de données chiffrées sur la perception populaire, mais la dynamique est visible. Multiplication des manifestations, appel à la démission, durcissement du conflit entre rue et pouvoir. Ce point est crucial, car il relie les chiffres aux émotions collectives. Une baisse de participation fragilise le système. Une absence prolongée affaiblit la gouvernance. Une décision contestée casse ce qui restait de consentement. Ensemble, ces éléments fabriquent un cercle vicieux. Plus la confiance s'érode, plus l'État se raidit, et plus la rue se persuade que le cadre civil ne peut plus résoudre la crise. Dans cette séquence, l'intervention militaire apparaît alors à la fois comme remède et symptôme. Remède, parce qu'elle promet de rétablir un ordre immédiat. Symptôme, parce qu'elle confirme l'échec des institutions à se réformer par elles-mêmes. C'est ici que la dimension régionale s'insinue de nouveau. Les transitions dans les pays voisins ont créé une forme de normalisation du geste militaire. L'idée qu'une rupture peut être rapide, propre, efficace. Le nom d'Ibrahim Traoré circule dans ce paysage comme un symbole de cette efficacité supposée, mais aussi comme un avertissement sur le prix à payer lorsque l'armée devient un acteur politique central. Ibrahim Traoré n'est pas une cause unique de la transition en Guinée-Bissau. Il est un repère narratif qui cristallise un débat. La stabilité par la contrainte peut-elle durablement remplacer la stabilité par le consentement ? Ces trois repères, participation en chute, pouvoir perçu comme absent, décision de prolongation vécue comme manipulation, ne donnent pas une prédiction. Ils donnent une lecture. La transition militaire ne surgit pas du vide, elle surgit d'une confiance déjà cassée. La question désormais est simple et lourde. Si l'armée stabilise sans restaurer la légitimité, que restera-t-il quand l'effet de soulagement se dissipera ? D'un côté, les partisans de l'intervention militaire avancent un raisonnement qui paraît difficile à balayer. Ils disent que la crise avait atteint un point où les mécanismes civils ne produisaient plus de solution. La prolongation du mandat, l'inefficacité administrative, l'opacité financière, puis la dissolution du Parlement auraient fermé toutes les issues institutionnelles. Dans cette lecture, l'armée n'aurait pas créé la rupture, elle l'aurait seulement rendue visible et surtout contrôlable. Ils décrivent un acte de sauvetage, empêcher l'effondrement total d'un État déjà fragilisé, remettre de l'ordre, réactiver un minimum de services et offrir un temps de respiration à une population épuisée. Leur argument central est pragmatique. Sans intervention, la rue et le pouvoir auraient glissé vers une confrontation plus dure, avec davantage de désordre et une économie encore plus déstabilisée. De l'autre côté, les critiques posent un avertissement tout aussi solide. La méthode détermine souvent le résultat. Même si l'intervention a pu éviter une implosion immédiate, elle installe une logique de précédent. Si l'armée devient l'arbitre lorsque la politique échoue, la frontière entre pouvoir civil et pouvoir militaire se brouille durablement. La transition risque alors de basculer vers une gouvernance non démocratique où la promesse d'efficacité justifie la réduction des contre-pouvoirs. Les critiques ajoutent un point sensible. L'ordre obtenu rapidement peut masquer une fragilité plus profonde, car la légitimité ne se décrète pas par une opération maîtrisée. Elle se reconstruit par des règles, des contrôles et une capacité à rendre des comptes. Sans cela, le pays peut se retrouver dans un cycle où chaque crise future appelle la même solution militaire, jusqu'à ce que l'exception devienne la norme.
Une position intermédiaire cherche à tenir ensemble ces deux vérités sans les neutraliser. Elle reconnaît que la crise était réelle et que l'intervention a pu éviter un chaos plus coûteux, mais elle insiste sur une condition. La transition ne peut être stabilisatrice que si elle organise sa propre fin. Cela suppose un cadre transparent, un calendrier réaliste et des mécanismes de contrôle indépendants pour empêcher l'enracinement d'un pouvoir armé. Sinon, l'efficacité promise ne sera qu'un répit, et le pays découvrira que la stabilité par la rupture a un prix qui dépasse le moment présent. Dans l'imaginaire régional, où des figures comme Ibrahim Traoré deviennent des repères symboliques, cette condition est décisive. Le modèle n'est pas la prise de pouvoir, mais la capacité à rendre le pouvoir. 8 heures ont suffi. Le renversement n'a pas seulement changé le sommet de l'État, il a déplacé le centre de gravité de tout le pays. Jusqu'ici, la crise pouvait encore être racontée comme une lutte entre un pouvoir contesté et une rue exaspérée. Après l'arrestation du président et la fermeture des frontières, le récit bascule. La question devient celle du lendemain et donc de la durée. L'efficacité de l'opération, pont, axe, radio nationale, contrôle de la capitale, crée une impression de maîtrise qui désarme la peur immédiate. Mais ce même calme impose un nouveau soupçon. Si tout a été pris sans chaos, alors tout peut aussi être tenu sans débat. C'est là que la transition change de nature. Elle n'est plus seulement une réponse à un abus de pouvoir. Elle devient un test sur la forme de l'autorité à venir. Pour une partie de la population, l'ordre retrouvé vaut promesse d'État fonctionnel. Pour une autre, il ressemble au début d'un verrouillage long. Et, au-dessus de ces perceptions, une comparaison s'installe presque malgré elle. L'idée, popularisée dans la région, qu'un pouvoir militaire peut être plus rapide, plus efficace, plus tranchant. Le nom d'Ibrahim Traoré sert alors de repère symbolique non comme explication unique, mais comme miroir. La rupture peut séduire et la rupture peut coûter. Pour l'État, l'effet est immédiat. Le centre décisionnel change, mais l'administration reste la même, avec ses fragilités et ses réflexes. Dans les premières heures, le vide politique met à l'épreuve les services publics déjà défaillants. Les fonctionnaires s'adaptent à un cadre improvisé, souvent sans directive stable. La transition peut produire un gain de contrôle sécuritaire, mais elle crée aussi une zone grise. Qui arbitre ? Qui signe ? Qui rend des comptes ? Si cette clarification tarde, l'État risque de fonctionner en mode provisoire prolongé, où l'urgence remplace la règle et où la légitimité se dilue au fil des décisions. Pour les entreprises et l'économie, l'incertitude devient un coût. Le texte source décrit une flambée des prix, une rareté de produits de base et une détérioration d'infrastructures qui frappent de plein fouet la population. Dans ce climat, les investisseurs étrangers observent, hésitent, réévaluant. Une transition militaire peut promettre l'ordre, mais elle peut aussi déclencher une prudence générale, moins d'engagement, plus de gel de projets, plus de primes de risque, et lorsque l'économie dépend déjà d'une aide extérieure et souffre d'une gestion contestée des ressources naturelles, chaque signal d'instabilité peut accélérer la contraction. Le paradoxe est cruel. L'intervention peut calmer la rue tout en aggravant les conditions matérielles qui alimentent la colère. Pour les citoyens, l'expérience se vit à 2 vitesses. Dans certains quartiers, l'arrestation du président est ressentie comme une libération, le soulagement d'une fin de blocage. Dans d'autres, c'est une peur froide, celle d'un pouvoir qui s'installe sans horizon clair. La rue n'est pas un bloc, elle est traversée par une même fatigue, mais aussi par des attentes contradictoires. Beaucoup veulent un État qui protège et délivre des services. Beaucoup redoutent qu'un pouvoir militaire durable limite les libertés et étouffe la contestation. Ce mélange est explosif, parce qu'il crée une fenêtre courte. Si la transition ne produit pas rapidement des améliorations visibles, l'espoir se transforme en déception, puis en frustration plus difficile à contenir. Pour la région, l'événement agit comme un signal politique. Les pays voisins regardent la Guinée-Bissau non comme un cas isolé, mais comme un maillon supplémentaire d'une dynamique où les transitions militaires se multiplient. Cela nourrit 2 effets opposés. D'un côté, une forme de contagion symbolique, l'idée que l'armée peut incarner une solution quand les institutions civiles s'effondrent. De l'autre, une inquiétude stratégique.
Si ce précédent se banalise, l'Afrique de l'Ouest peut glisser vers une normalisation de la prise de pouvoir par la force avec des frontières politiques plus instables. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré revient, comme un repère de cette nouvelle grammaire régionale. Pour certains, un modèle d'efficacité par la rupture. Pour d'autres, le rappel que l'autorité rapide n'est pas forcément l'autorité durable. Au fond, la conséquence la plus concrète est celle-ci. La transition change la définition même de ce qui est considéré comme normal en politique. Et si le normal devient la rupture, quelle place restera-t-il pour la réparation institutionnelle ? Au cours des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des chemins plausibles à partir des éléments déjà visibles. Le point commun est simple, la transition sera jugée moins sur ses discours que sur sa capacité à produire des preuves de gouvernance rapidement et de manière lisible. D'abord, il y a l'hypothèse la plus sobre, une stabilisation fragile. Dans cette hypothèse, les autorités militaires maintiennent l'ordre et réactivent une gouvernance minimale. Les services publics reprennent par à-coups, l'administration s'adapte et la rue se calme sans disparaître. Les réformes restent prudentes, centrées sur la sécurité intérieure et la gestion immédiate des tensions. Le pays gagne du temps, mais il ne règle pas la question de fond. Comment restaurer une légitimité durable ? Cette stabilisation peut tenir si la transition évite les excès et donne des signaux cohérents, mais elle demeure vulnérable à un choc économique ou à une nouvelle crise politique. Ensuite, une trajectoire plus optimiste est possible, celle d'une refondation et d'un recentrage souverainiste. Ici, la transition réussit à installer un dialogue constructif avec les acteurs politiques et sociaux et à lancer des réformes plus profondes. Les priorités sont claires, réactivation des institutions de base, renégociation plus transparente des contrats liés aux ressources, contrôle renforcé de la corruption et indicateurs simples pour mesurer les progrès. Ce scénario suppose une stratégie de confiance, rendre visibles les améliorations concrètes et prouver que l'autorité sert la population, pas l'inverse. Il offre une possibilité rare, transformer une rupture en refondation. Mais il exige une discipline politique forte et une capacité à dépasser les divisions internes. Enfin, il existe une trajectoire plus sombre, un blocage prolongé et une fragmentation du pouvoir. Dans cette trajectoire, les tensions internes, au sein de l'armée ou sous la pression d'acteurs extérieurs, paralysent les réformes. Les factions s'opposent, le provisoire s'éternise et l'économie se détériore. L'espoir initial se mue en lassitude, puis en colère. Les protestations reviennent, plus difficiles à contrôler, tandis que l'incertitude accélère la fuite des engagements économiques. Le pays risque alors de s'enfermer dans un cycle où chaque tentative de stabilisation produit un nouveau désordre. Une recommandation de méthode traverse ces 3 scénarios, pensés en séquence, pas en slogan, d'abord l'opérationnel, ensuite la transparence, puis le calendrier politique, sinon la transition devient une simple parenthèse armée. La question ouverte, qui pèsera sur tout le reste, est celle-ci. Quel mécanisme concret empêchera la transition de se transformer en régime durable ? Pour les jeunes, la transition n'est pas un débat abstrait. C'est une question de futur immédiat. Beaucoup ont grandi dans un paysage où l'instabilité politique et l'incertitude économique sont devenues normales. Ils ont participé aux manifestations non seulement contre un mandat prolongé, mais contre une sensation plus vaste, celle d'une vie suspendue, sans horizon fiable. Dans ce contexte, la promesse d'un pouvoir qui fonctionne peut paraître séduisante parce qu'elle répond à des besoins concrets. Sécurité, service, opportunité. Mais cette promesse porte aussi un risque direct. Si la gouvernance militaire se prolonge, l'espace de participation et de contestation peut se réduire, et avec lui la capacité d'une génération à peser sur son propre destin. Pour les familles et les travailleurs du quotidien, l'enjeu se mesure dans les prix, les stocks et la continuité des services. Le texte source parle de flambée des prix, de rareté de produits de base et de détérioration d'infrastructures. Dans ce cadre, la politique se traduit en choix pratiques. Faut-il stocker, attendre, partir ou s'endetter pour tenir ? Une transition peut calmer les affrontements, mais elle ne remplit pas automatiquement les marchés
ni les pharmacies. Si les autorités ne stabilisent pas rapidement les circuits essentiels, l'espoir se transforme en méfiance, et la méfiance nourrit une nouvelle instabilité sociale. Pour la société civile, la période ouvre une tension paradoxale. D'un côté, elle crée une fenêtre pour réclamer des réformes et une transparence que l'ancien pouvoir ne délivrait plus. De l'autre, elle impose un rapport de force où l'armée peut limiter l'autonomie des acteurs civils. Le dilemme est net: comment soutenir la reconstruction sans légitimer un verrouillage? Et comment exiger des comptes sans provoquer une réaction autoritaire? Dans cette zone, chaque mot compte, parce que la transition peut devenir un espace de négociation ou un espace de silence. Deux gestes simples peuvent t'aider à garder un cap sans ajouter de faits nouveaux. Le premier est de suivre des indicateurs concrets comme la disponibilité des médicaments ou la réactivation des administrations locales plutôt que de se perdre dans les promesses. Le second est de réclamer un calendrier et des mécanismes de contrôle lisibles, même progressifs, afin que l'urgence ne devienne pas une méthode permanente. Au fond, la question pour le citoyen est la plus difficile. Comment espérer une stabilisation sans renoncer à la possibilité de choisir, plus tard, une autre forme de pouvoir? Pour qu'une transition ne devienne pas un état permanent, elle doit être lisible, mesurable et limitée par des étapes. Le texte source propose une logique méthodique qui peut se traduire en un itinéraire simple, sans ajouter de faits nouveaux, mais en clarifiant qui fait quoi, quand et comment on vérifie. Premièrement, il faut restaurer les capacités de base immédiatement. Les autorités doivent réactiver les administrations locales et stabiliser la gestion des services essentiels. L'objectif n'est pas de promettre une refonte totale, mais de rendre l'État présent là où il avait disparu. Le critère de mesure doit être concret: continuité des services, délai administratif, coordination opérationnelle visible. Deuxièmement, il s'agit de clarifier les priorités économiques à court terme. Le texte insiste sur la renégociation des contrats liés aux ressources naturelles, bois, pêche, noix de cajou, avec une exigence de transparence. Ici, le qui compte. Un mécanisme de contrôle budgétaire et de lutte contre la corruption doit être mis en place avec une communication régulière, compréhensible et vérifiable. Sans cela, la transition risque de reproduire les mêmes soupçons d'opacité sous un autre visage. Troisièmement, il faut installer des indicateurs simples et réguliers du court au moyen terme. Pour éviter que tout se résume à des discours, il faut publier des mesures tangibles: disponibilité des médicaments, réduction des délais, entretien des routes. Ces indicateurs ne garantissent pas la démocratie, mais ils créent une discipline de preuve. La population peut alors juger sur des résultats, pas sur des slogans. Quatrièmement, il convient de fixer un calendrier politique réaliste, à moyen terme. Le retour aux urnes ne doit pas être précipité, mais il doit être programmé. Le texte souligne qu'un contrôle indépendant est essentiel pour éviter les dérives. Une transition n'est stabilisatrice que si elle organise le retour à la gouvernance civile. Cinquièmement, un principe doit rester non négociable. L'armée ne remplace pas les institutions. C'est ici que le repère régional revient. Des figures comme Ibrahim Traoré alimentent l'idée qu'une rupture peut être efficace. La leçon à retenir n'est pas la prise de pouvoir, mais la capacité à rendre le pouvoir et à réinstaller des règles qui survivent aux hommes. La capitale reste suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Cette image, revenue comme une ombre, dit ce que la transition laisse derrière elle, un silence rempli d'attente. Dans les rues, le soulagement n'est pas une victoire, c'est une pause, et dans cette pause, tout se joue. La promesse d'un État plus efficace peut réconforter, surtout après des années d'institutions fragilisées. Mais une promesse n'est pas une preuve, et une rupture n'est pas une réparation. Ce moment porte une leçon simple. La stabilité se mesure à ce qui tient quand l'émotion retombe. Si l'ordre obtenu ne se transforme pas en règle, en service, en transparence, il deviendra une habitude de force. Si au contraire, la transition réussit à rétablir des mécanismes civils crédibles, elle peut devenir un seuil, pas un piège. Dans l'imaginaire régional, Ibrahim Traoré reste un repère qui polarise. Pour certains, l'efficacité par la rupture. Pour d'autres,
la démonstration que l'autorité rapide exige un prix durable. La Guinée-Bissau, elle, n'a pas besoin d'un symbole de plus. Elle a besoin d'un avenir qui ne dépend pas d'un coup de nuit. Une phrase suffit à clore provisoirement. La confiance ne se prend pas, elle se construit. Ce qui se joue en Guinée-Bissau dépasse l'instant du renversement. C'est une interrogation sur la manière dont une société répare une crise sans remplacer une fragilité par une autre. Le texte source décrit un pays partagé entre soulagement et incertitude et une région attentive parce que chaque transition devient un signal. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement de savoir si l'ordre revient, mais si la confiance peut revenir aussi sans être imposée. Les prochains mois seront faits de gestes concrets, services publics, transparence, indicateurs simples, calendrier politique. Mais ils seront aussi faits de récits, car les symboles circulent vite, comme celui d'Ibrahim Traoré, parfois invoqué comme modèle d'efficacité, parfois comme avertissement sur le coût d'une rupture prolongée. Si cette histoire vous intéresse, l'échange compte autant que l'analyse. Quelle trajectoire vous semble la plus probable? Stabilisation fragile, refondation ou blocage? Et selon vous, quel est le signe le plus fiable qu'une transition prépare réellement le retour à la gouvernance civile?